C'était justement la raison pour laquelle l'OTAN a réagi si vivement lorsque le conseiller fédéral Maurer a ordonné le retrait du contingent suisse d'Afghanistan. Cela a également fait disparaître en partie la justification de cette mission, qui n'avait plus rien à voir avec la défense légitime des États-Unis. Dans d'autres cas, l'OTAN n'a même plus pris la peine d'obtenir une justification juridique internationale sous la forme d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, mais a simplement agi unilatéralement en appliquant la loi du plus fort. Il est maintenant évident qu'il s'agit pour nous Suisses de l'approuver a posteriori. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai le plaisir de parler avec un compatriote. J'ai avec moi M. Ralf Bosshardt, un officier de carrière avec une formation d'état-major général dans l'armée suisse. M. Bosshardt a étudié l'histoire à Zurich et a ensuite servi de nombreuses années dans l'armée. En 2013, il était en Russie pour une formation linguistique et pour suivre le cours d'état-major général de l'armée russe. Oui, à l'époque, c'était encore possible. Il y avait encore une coopération avec la Russie. De 2014 à 2020, il a ensuite été conseiller militaire spécial du secrétaire général de l'OSCE, avec des missions en Autriche et en Ukraine. M. Bosshardt fait partie des critiques de l'approche suisse vis-à-vis de l'OTAN et est un défenseur d'une politique de neutralité fonctionnelle. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. M. Bosshardt, bienvenue. Mesdames et messieurs, avec plaisir. Monsieur Bosshardt, pouvez-vous d'abord me dire brièvement quelque chose sur votre parcours? Comment avez-vous vécu votre séjour en Russie à l'époque, juste avant la crise de Crimée, donc avant la crise ukrainienne, avant que tout n'escalade en 2014? Comment était-ce pour vous, en tant que Suisse dans l'armée suisse, pour un échange? Oui, bien sûr, c'était très intéressant. On avait affaire à l'ancien adversaire de la guerre froide. Nous avons rencontré de nombreux officiers qui, à l'époque de la guerre froide, lorsque j'étais moi-même jeune sous-officier et jeune officier, étaient surtout stationnés en RDA. À Moscou, je n'ai pas seulement rencontré des officiers russes de cette époque, mais aussi des officiers de l'armée nationale populaire de l'ancienne RDA. J'ai constaté qu'ils pensent de manière très similaire à nous sur de nombreux problèmes pratiques. Fondamentalement, ce sont des gens très raisonnables. Un deuxième aspect très intéressant était bien sûr la connaissance et la collaboration avec des officiers de l'ancienne Union soviétique, en particulier des Arméniens et des Asiatiques centraux, dont j'ai appris à apprécier certains. Et puis bien sûr, des camarades du monde entier. Je me souviens très bien de 2 Nicaraguayens, d'un Angolais et d'un groupe de 4 ou 5 Vietnamiens, avec lesquels les échanges étaient bien sûr très intéressants. Aussi, des discussions sur l'histoire contemporaine, comment ils l'ont vécue et comment ils la voient par rapport à notre point de vue. C'était sans aucun doute l'une des années les plus intéressantes de ma carrière. À l'époque, en 2013, c'était encore possible. La Suisse coopérait également avec la Russie. Cela s'est certainement effondré après 2014. Aujourd'hui, la Suisse ne pense plus qu'à une coopération avec l'OTAN. Pensez-vous que cela représente une perte de savoir-faire et de possibilités pour l'armée suisse? Absolument. Absolument. Nous envoyons des officiers dans ces soi-disant longues missions à l'étranger pour qu'ils puissent échanger des expériences. Dans ce cadre, l'échange d'expériences ne se fait généralement pas du Suisse vers les camarades étrangers, mais inversement.
ils doivent profiter des connaissances acquises par d'autres officiers dans des situations de crise et de guerre. Avant ma longue mission à l'étranger, nous nous demandions aussi à quoi cela servait d'envoyer en permanence des officiers à l'OTAN. Là-bas, ils n'apprennent que la contre-insurrection et la gestion de crise, car ce sont les sujets que les Américains et les Européens de l'Ouest entraînent. Et ainsi, négliger les thèmes classiques de la défense nationale. La défense nationale classique était alors à l'inverse, le point fort de ma formation à l'Académie de l'État-major général à Moscou. Nous avons pratiqué des opérations de défense à 70% et des opérations d'attaque à 30%. Des sujets comme la gestion de crise, les interventions dans des pays étrangers et la contre-insurrection n'étaient jamais abordés. Contrairement à ce que mes camarades en Suisse croyaient que j'avais soi-disant fait à Moscou. Là, bien sûr, il y avait la discussion sur la guerre hybride. En ce moment, c'est à la mode. Aujourd'hui, j'insisterai pour que nous échangions des connaissances et des expériences également avec des pays en dehors de l'OTAN, avec des pays qui ont eu le malheur de devoir faire la guerre. Je pourrais imaginer que dans le domaine du maintien de la paix, les collègues de l'Union africaine ont beaucoup d'expérience et pourraient nous apprendre beaucoup de choses utiles si nous étions prêts à l'accepter. Ce qui nous en empêche peut-être, c'est aussi notre arrogance et notre suffisance d'Europe occidentale. Mais se concentrer uniquement sur l'OTAN n'est certainement pas bénéfique. Vous en avez été témoin en direct. Cette concentration vers l'OTAN de la Suisse, qui est aujourd'hui plus évidente que jamais, a-t-elle commencé avant 2014? Ou 2014 a-t-il été le coup d'envoi pour la Suisse vers l'OTAN? Non, non, absolument pas. Cela a commencé, si je regarde en arrière, déjà au milieu des années 90, sous des auspices complètement différents d'aujourd'hui. Au milieu des années 90, on croyait qu'après l'effondrement du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique, on pourrait maintenant résoudre tous les problèmes de l'Europe en coopération avec l'OTAN et la Russie. C'est alors que l'euphorie du maintien de la paix a immédiatement émergé. Nous avons très rapidement réfléchi à la mesure dans laquelle nous participerions à de telles opérations. À l'époque, c'était encore acceptable. Lorsque je suis devenu officier de carrière en 1987, c'était bien sûr aussi un sujet en rapport avec ma carrière. Par exemple, est-ce que je vais avec la KFOR au Kosovo? C'était à l'époque le grand problème, l'ex-Yougoslavie. Et à l'époque, ce rapprochement avec l'OTAN a commencé, car c'était la seule alliance militaire qui restait sur le continent européen. Au plus tard, les problèmes en ex-Yougoslavie, surtout au Kosovo, et l'attaque illégale contre la Serbie auraient dû provoquer une pause et une réflexion. Même la création de l'Organisation du traité de sécurité collective avec la Russie, la Biélorussie, l'Arménie et un plus grand nombre de pays d'Asie centrale n'a pas déclenché de processus de réévaluation. Ainsi, nous nous sommes de plus en plus concentrés sur l'OTAN sans esprit critique. Au plus tard, le désastre de Kaboul en août 2021 aurait définitivement dû provoquer un revirement. Mais maintenant, c'est le contraire qui s'est produit. Depuis 2022, la Suisse se rapproche de plus en plus politiquement de l'OTAN. Nous avons maintenant adopté plusieurs documents stratégiques du Conseil fédéral, c'est-à-dire du gouvernement suisse. Ils y déclarent que nous voulons une coopération avec l'OTAN à tous les niveaux. Ils utilisent également le mot « interopérabilité ». Cela va même jusqu'à vouloir obtenir une certification de l'OTAN pour s'assurer que nos propres structures sont compatibles avec celles de l'OTAN.
dass die eigenen Strukturen NATO-kompatibel sind. Und als ich das gelesen habe, und das ist ein öffentliches nicht eine Stellungnahme. Et quand j'ai lu cela, et c'est un document de sécurité, un document stratégique, mes cheveux se sont dressés sur ma tête. En même temps, notre Conseil fédéral dit qu'il ne vise pas l'adhésion à l'OTAN, sauf en cas d'attaque. Auquel cas, la neutralité devient caduque et il faut riposter immédiatement. Il me semble que la Suisse est en train de préparer un lit et fait seulement semblant de ne pas être encore fatiguée. Je ne comprends pas tout à fait. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe politiquement en arrière-plan, dans les salles de décision du Palais fédéral? In den Entscheidungsstuben des Bundeshauses. Je peux très bien l'imaginer, je l'ai en partie vécu moi-même. Il y a encore des questions sans réponse des années 90 qui sont au centre. On nous avait dit pendant toute la guerre froide que nous avions besoin d'une armée suisse pour nous défendre en cas de nécessité contre le pacte de Varsovie. Puis bien sûr est venue la période de paix après 1991. Ensuite, on a dit qu'il n'y avait plus de menace militaire immédiate pour la Suisse. Je l'ai particulièrement vécu dans l'état-major. On a dit que nous devions maintenir nos compétences. C'est certainement vrai. Nous devons conserver notre savoir et notre savoir-faire afin de pouvoir, en cas de nécessité, mener une opération de défense dans 20 ans peut-être. Mais fondamentalement, une telle menace n'est pas à notre porte pour le moment. Nous aurions mieux fait de dire clairement ce que nous entendons par maintien des compétences pour la défense. C'était l'un des termes favoris du conseiller fédéral Samuel Schmid, alors chef du DDPS. Au lieu de partir à la recherche d'un nouvel ennemi, que nous avons maintenant retrouvé sous la forme de la Russie après de longues recherches. J'ai été assez longtemps dans l'armée russe, plus longtemps que certains conscrits suisses dans l'armée suisse. Ensuite, j'ai travaillé quotidiennement pendant 3 ans avec des officiers russes à Vienne. Je pense que je peux bien juger de ce que l'armée russe peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire. Et ce qu'elle ne peut définitivement pas faire, c'est se rendre à Berne en 14 jours pour jouer de la balalaïka au Palais fédéral. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on essaie de nous faire croire en ce moment. Il est clair pour moi qu'il s'agit fondamentalement de débloquer des fonds pour l'armée, car on a l'impression qu'elle est sous-financée. Le chef de l'armée, Thomas Süssli, aime bien colporter cette théorie. Il s'agit d'obtenir des crédits d'armement supplémentaires massifs, qui à mon avis, ne sont en aucune manière justifiés. Cette recherche désespérée d'un nouvel ennemi nous a menés ici. Recherche désespérée d'un nouvel ennemi et tentative désespérée de s'insérer dans un récit. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que j'ai en quelque sorte l'impression que la Suisse, du moins la Suisse officielle, et une bonne partie de notre establishment politique, plus ou moins au centre, mais aussi à gauche, j'exclurais l'UDC à droite, essaie de s'insérer dans ce récit selon lequel l'Occident est maintenant en danger et quasi sous attaque, et que les ennemis potentiels sont la Russie et dans une moindre mesure la Chine. Et qu'il faut maintenant se préparer au sein de l'OTAN, et que la Suisse y appartient en fait aussi, avec Sky Shield, et avec l'intégration dans différents domaines opérationnels. Et qu'on veut maintenant aussi ouvrir un bureau de liaison de l'OTAN à Genève, qui est censé, officiellement, ne travailler qu'avec les organisations internationales. Mais personne ne peut me dire que cela ne sera pas aussi utilisé pour la communication avec la Suisse. Que Viola Amerd, notre ministre de la Défense, s'est rendue à plusieurs reprises à Bruxelles et a rencontré le secrétaire général de l'OTAN. Ce sont tous des signes qui, pour moi, lèvent en fait des drapeaux rouges. Oui, exactement.
aufschnellen lassen, aber das anscheinend im Moment in der Schweiz auch noch immer mehrheitsfähig ist. Wie bewerten Sie dieses doch radikale Umdenken der Schweizer Politeliten, die im Kalten Krieg noch ganz anders waren? Ja, wir müssen ganz klar sehen, unsere politischen Eliten sind schwach. Nous devons voir très clairement que nos élites politiques sont faibles. Il est relativement facile de les mettre sous pression. C'est certainement aussi un problème inhérent au système de l'État fédéral suisse. Nous n'avons jamais aimé avoir un gouvernement fédéral fort. Les organisations politiquement déterminantes dans ce pays sont toujours les cantons, et ils n'ont jamais aimé un conseil fédéral fort. Cela est aggravé par le fait que le département des Affaires étrangères et le département de la Défense, à Berne, ne jouissent pas d'une grande considération au sein de l'administration fédérale. Les nouveaux conseillers fédéraux sont alors poussés dans ce DDPS ou dans ce DFAE. Viola Amherd l'a déjà clairement dit, elle aurait préféré un autre département. Elle est, pour le dire de manière brutale, fondamentalement le second choix pour ce poste. Mais je me demande bien qui est encore ministre suisse de la Défense si on se soumet si docilement aux collègues de l'OTAN. Ils exercent évidemment une énorme pression en ce moment, c'est clair pour moi. Après le fiasco de Kaboul en août 2021 que j'ai déjà mentionné, l'OTAN était sous pression. Certains se sont alors demandé à quoi bon tout cela. Kaboul n'était qu'une manifestation extérieure d'une stratégie échouée, par laquelle l'OTAN tente de dominer la sécurité bien au-delà des frontières extérieures de l'OTAN. Ils préféreraient probablement le faire dans tout l'hémisphère nord. Il fallait se redéfinir pour préserver la cohésion. La crise ukrainienne est tombée à point nommé. L'occasion de montrer de la force était évidemment une aubaine. La tâche principale du prochain secrétaire général de l'OTAN sera de maintenir les rangs serrés. Cela ne peut se faire qu'en peignant un épouvantail sur le mur, en évoquant une menace extérieure. Ainsi, on peut maintenir les pays membres qui ont désormais des intérêts de sécurité totalement différents sous le même drapeau. Pourquoi la Suisse le croit-elle? Pourquoi nos élites politiques le croient-elles? Pendant la guerre froide, le Conseil fédéral et le système politique suisse n'étaient pas différents. C'était le même système politique. Mais pendant la guerre froide, il y avait une unité au sein de l'administration fédérale. Les piliers fondamentaux de la doctrine Binchedler stipulaient qu'il ne fallait pas s'engager dans des enchevêtrements internationaux qui, en cas de besoin, empêcheraient de rester en retrait. C'était un consensus, je dirais, et il semble avoir disparu aujourd'hui. Toute la pensée actuelle, lorsque je lis ces livres blancs, repose sur le fait que tout est déjà préparé pour pouvoir riposter avec l'OTAN. Et que par exemple, on ne définit pas non plus ce qui serait considéré comme une attaque contre la Suisse. Donc si une cyberattaque serait déjà interprétée comme une attaque, ou si une attaque contre un pays membre de l'OTAN qui affecte des citoyens suisses serait également considérée comme une attaque. Et si dans ce cas, il serait permis de riposter ensemble. Cela m'inquiète énormément. Mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour des personnes qui font actuellement cette politique dans l'exécutif. Le Parlement a récemment décidé quelque chose de nouveau, mais nous y reviendrons tout de suite après. Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous laissons actuellement des décisions importantes, ou nous sommes sur le point de laisser des décisions importantes à d'autres. Vous avez mentionné le mot-clé « cyberattaque ». Qu'est-ce qu'une cyberattaque? Quand devient-elle stratégiquement pertinente?
Quand devient-elle si pertinente qu'un gouvernement régional doit s'en occuper? Nous savons que certains pays européens, par exemple le Royaume-Uni, sont clairement d'avis qu'une cyberattaque justifierait une frappe physique conventionnelle, en cas extrême, jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires. Ensuite, les citoyens suisses à l'étranger dont vous parliez nous ont bien sûr également occupés à l'état-major de l'armée à l'époque. C'est aussi un phénomène qui s'est accentué après la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, il y a probablement plus de Suisses vivant à l'étranger que jamais auparavant. Mais si nous croyons que nous avons le droit d'intervenir dans le monde entier pour protéger les citoyens suisses, nous devons être conscients que nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. De nombreux autres pays pensent de la même manière. Si cette pensée prend le dessus, cela se transforme en interventionnisme, en un chacun pour soi, où chacun croit qu'il peut frapper rapidement quelque part. Ces scénarios de sauvetage étaient également un grand sujet pour l'armée de l'air suisse et les forces d'opération spéciales. Nous ne l'avons finalement pas pratiqué. Plutôt parce que c'est militairement et techniquement impossible, que par la reconnaissance que cela saperait l'ordre international. Je pense qu'une génération de politiciens en Suisse, qui n'a prétendument assisté qu'aux brillantes de l'OTAN depuis 1991, croit qu'il faut maintenant y participer. Mais je me souviens encore très bien que, par exemple, le très critiqué conseiller fédéral Ueli Maurer avait reconnu relativement clairement que l'intervention de l'OTAN en Afghanistan n'avait plus grand-chose à voir avec le maintien de la paix, mais avec la répression des soulèvements. Il a également retiré notre contingent, composé de 2 hommes. Cela a beaucoup irrité l'OTAN, je l'ai vécu. C'était aussi Maurer et la division de la politique de sécurité et de la défense à Berne, qui ont refusé la participation de la Suisse à l'opération Atalanta. Vous vous souvenez peut-être de la discussion sur la lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique. À l'époque, les pirates avaient certainement compris eux-mêmes qu'il ne s'agissait pas de les combattre, mais d'un déploiement de flotte dans une région stratégiquement très importante. La Suisse avait alors fait marche arrière et déclaré qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec des jeux de pouvoir. Maintenant, à la tête du département, tant de la défense que des affaires étrangères, nous avons des personnes très fixées sur l'UEPRD, comme Cassis au DFAE. Ce sont des personnes dont je remettrai en question la compétence qui croient maintenant qu'il faut participer. C'est plutôt l'expression de la perplexité de ces personnes que de leur compréhension stratégique. Il y a 2 semaines, une décision a été prise dans notre Parlement, au Conseil national, la chambre la plus grande et la plus importante du système suisse, visant à interdire au Conseil fédéral de se rapprocher davantage de l'OTAN. L'affaire, autant que je l'ai compris, n'a pas encore progressé. Elle est maintenant entre les mains de la Chambre haute. Si cela passe, ce serait un signal fort de la part des représentants du peuple que cela n'est pas souhaité. C'est la première chose. La deuxième chose est que nous avons une initiative populaire qui probablement, relativement rapidement pour les standards suisses, sera soumise au peuple pour renforcer la neutralité suisse. Avez-vous le sentiment qu'en ce moment, peut-être en 2024, nous assisterons à une réaction de la part du Parlement et du peuple? Oui, c'est l'impression que j'ai en partie. Les gens commencent à comprendre quelle serait l'alternative à la neutralité. L'alternative à la neutralité serait la participation à des jeux et des ambitions géopolitiques. L'Allemagne, par exemple, se considère comme une puissance arctique,
Des avions militaires allemands volent régulièrement jusqu'au Groenland. Je ne savais pas que le Schleswig-Holstein était si proche du pôle Nord que la Bundeswehr allemande devait absolument y être active. J'ai également vécu à Vienne comment les Baltes et les Polonais considèrent la politique orientale de l'UPM et de l'OTAN. Et ce serait la deuxième alternative pour la Suisse, à savoir la participation à des actions visant à restaurer le Grand-Duché de Pologne-Lituanie des XVe et XVIe siècles. J'ai moi-même été surpris lorsque j'ai entendu parler de telles théories, selon lesquelles on reprendrait les anciennes ambitions de Józef Piłsudski des années 1920. Ce concept d'intermarium, qui s'étend de la mer Baltique à la mer Adriatique jusqu'à la mer Noire, est une spéculation politique. On aimerait que la Suisse y participe. Ensuite, j'ai bien sûr entendu parler de la Méditerranée élargie de nos voisins du Sud, l'Italie. Selon la conception italienne, la Méditerranée élargie s'étend au-delà de la Corne de l'Afrique jusqu'au cœur de l'océan Indien et au nord-est jusqu'à la fin de la mer d'Azov, donc presque jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Et puis, à Vienne, j'ai aussi été invité plus souvent par les collègues français à participer à des événements de la francophonie, où les Français disaient assez clairement que leur intérêt s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Donc c'est l'alternative à la neutralité que les gens espèrent maintenant comprendre lentement, à savoir l'interventionnisme. De la mer d'Arabie au golfe de Guinée, en passant par la mer d'Azov jusqu'à la mer Arctique. Si les gens en Suisse comprennent cela une fois, ils seront plus enclins à soutenir l'initiative de neutralité. Cette initiative de neutralité met déjà un peu de pression sur l'establishment politique, ce qui explique déjà le comportement de certains parlementaires, comme vous l'avez mentionné. Je suis donc heureux que nous ayons ce système. Peut-être pour expliquer à tous les auditeurs et auditrices allemands, en Suisse, on a la possibilité, par une initiative populaire, de forcer un vote sur des modifications concrètes de la Constitution suisse. Le gouvernement et le Parlement ne peuvent plus s'y opposer si suffisamment de signatures ont été recueillies, sauf en cas d'erreur de forme. Mais cela n'est arrivé que 3 fois dans l'histoire suisse. La plupart des initiatives populaires aboutissent. Le fait que l'on puisse, avec cette initiative, forcer une discussion sur la manière d'interpréter la neutralité est extrêmement important. Le point crucial de ce vote sera de savoir si la question des sanctions doit faire partie de la politique de neutralité ou non. Les opposants à l'initiative de neutralité ne soutiennent pas que nous devons immédiatement rejoindre l'OTAN en Suisse. Ils soutiennent que nous devons rester neutres tout en entretenant des coopérations avec l'OTAN et que la question des sanctions ne doit pas faire partie de la compréhension de la neutralité. Je fais partie de ceux qui disent que les sanctions sont des moyens de guerre et qu'on ne devrait pas les utiliser, sauf si on y est contraint. Das tut man eigentlich nicht, außer man ist dazu gezwungen. Und das lässt die Initiative übrigens offen. Et cela laisse d'ailleurs l'initiative ouverte. L'initiative est souvent mal représentée, car on dit que nous n'adopterions que les sanctions de l'ONU. Mais il y a une deuxième échappatoire, et c'est lorsque nous pourrions nous retrouver sous des sanctions secondaires. Il est alors toujours permis de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le contournement des mesures des États amis. Donc, nous avons là une deuxième issue. Mais la question principale, sanctions dans la neutralité, oui ou non? Et quelle est votre position sur cette question? Car ce n'est pas principalement militaire. Oui, c'est exactement le problème avec le terme neutralité aujourd'hui. La dernière définition juridiquement contraignante du terme neutralité provient de la Convention de La Haye de 1907 sur les droits et devoirs des puissances neutres en temps de guerre.
Cette convention traite presque exclusivement de l'aspect militaire et en partie de l'aspect militaro-économique de la neutralité. Cela correspondait aux besoins et à l'esprit de l'époque. Depuis, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Les sanctions que vous mentionnez sont devenues presque omniprésentes. Bien que les sanctions économiques et politiques étaient à l'origine un instrument réservé à la Société des Nations. La Société des Nations voulait, après la Première Guerre mondiale, ramener les fauteurs de troubles à la raison. Dans ce sens, l'ONU a redécouvert cet instrument après 1945 et l'a utilisé pour elle-même. Les sanctions se rapprochent alors fortement des actes de guerre. Vous avez absolument raison de penser qu'en droit international humanitaire, un blocus côtier d'un pays est considéré comme un acte de guerre. Il faut bien sûr se demander si les sanctions économiques n'ont pas à un moment donné le même effet qu'un blocus maritime ou terrestre. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre international global, je pense qu'il est juste que la Suisse et, en général, les États neutres ne participent aux sanctions politiques ou économiques que lorsqu'une résolution correspondante du Conseil de sécurité de l'ONU est en place. Les sanctions économiques sont souvent le moyen du prétendu économiquement plus fort contre le plus faible. Elles ne sont donc finalement qu'une expression de la loi du plus fort dans les relations internationales. Cependant, nous ne voulons pas de cette loi du plus fort. Si la loi du plus fort prévaut militairement, le plus fort militairement s'impose simplement contre le plus faible. Après 2 guerres mondiales sur le continent européen, cela ne peut pas être l'idée d'un nouvel ordre international. Les gens qui nous contredisent argumenteraient automatiquement maintenant. Mais Monsieur Bosschaert, en ce moment, nous avons la situation où la Russie, militairement plus forte, envahit l'Ukraine, militairement plus faible, et essaie de la détruire. Dans une telle situation, il faut au moins prendre position économiquement. Il faut montrer ses couleurs et dire « Non, nous nous opposons ici aux méchants Russes et nous soutenons une paix juste. » Il faut se ranger du côté de la paix juste. Comment répondez-vous à de telles objections? Wie antworten Sie auf solche Einwände? Oui, si une paix juste était l'objectif de toutes ces actions de l'UNOPERIV et de l'OTAN, alors je ne comprends pas pourquoi l'OTAN n'a pas présenté un plan de paix convaincant à Bürgenstock. Pour le moment, nous avons un plan de paix ukrainien pour le conflit en Ukraine. Celui-ci inclut logiquement les exigences maximales ukrainiennes. Ensuite, nous avons un plan de paix russe. Celui-ci correspond bien sûr aux exigences maximales russes. Cela ne surprendra personne. Ensuite, nous avons un plan de paix chinois. Les Chinois sont des gens très patients. Die Chinesen sind sehr geduldige Leute. Ich habe viele davon kennengelernt an der Generalstabsakademie in Moskau. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux à l'Académie de l'État-major général à Moscou. Mais ils sont aussi très confiants. Je pense que les Chinois ne vont pas simplement jeter leur plan de paix à la poubelle maintenant, juste parce qu'on ne veut pas en discuter pour le moment. Ils continueront à insister pour que leur plan de paix soit éventuellement mis en œuvre avec certaines modifications. Donc, si c'était vraiment une question de paix, Joe Biden aurait dû venir à Bürgenstock et il n'aurait pas dû déléguer Kamala Harris, qui n'a pas du tout été remarquée au cours des 4 dernières années. Elle a probablement passé 4 ans à la cafétéria de la Maison-Blanche, mais certainement pas à des événements pertinents en matière de politique étrangère. Alors, Ursula von der Leyen, le chancelier Scholz et le président Emmanuel Macron auraient également dû présenter un plan de paix convaincant. Pour moi, il semble plutôt que l'Occident cherche à embêter la Russie. Ils ont trouvé avec l'Ukraine un pays prêt à cela et soutiennent ce pays de toutes leurs forces.
On a certainement cru à l'été 2022 qu'une victoire facile sur l'armée russe était possible. Cet espoir ne s'est pas réalisé. On l'a bien vu à l'automne 2022. Et maintenant, on se plaint. On ne parvient plus à mettre l'Ukraine dans une meilleure position de négociation. Je pense qu'en tant que Suisse, notre position doit évidemment consister à ne jamais accepter, en principe, le démantèlement ou l'élimination d'un pays membre de l'ONU. Cela signifie que l'existence de l'Ukraine ne doit en aucun cas être menacée par la Russie. En revanche, nous devons également rejeter tous ceux qui ressassent maintenant des théories sur la nécessité de la décolonisation de la Russie. Ils appellent cela ainsi. En réalité, il s'agit de la désintégration de la Russie en morceaux. Nous devons rejeter ces théories. Ce sont ceux qui s'occupent de telles idées, non seulement à Varsovie, mais surtout à Varsovie. Vous avez peut-être entendu parler de la stratégie de Prométhée, également de Piłsudski des années 1920. Et maintenant, certains professeurs parcourent le pays et parlent de la décolonisation de la Russie et du fait qu'il faut libérer les pauvres Bouriates, Nénètes et Tchétchènes du joug de Moscou. Nous devons également nous opposer fermement à de telles aspirations en tant que Suisses. Ensuite, il y a eu une tentative de répondre aux problèmes de l'Ukraine, qui ne peuvent être ignorés. Ce furent les accords de Minsk de l'automne 2014 et de février 2015, qui ont d'ailleurs été négociés avec la participation suisse. Heidi Tagliavini y a joué un rôle, mais l'Autriche a également joué son rôle. Nous devons maintenant amener les parties au conflit à revenir aux accords de Minsk et éventuellement, à un moment donné, à une solution au-delà des accords de Minsk. Ceux-ci ne sont certes pas parfaits, mais ils constituaient autrefois une base généralement reconnue pour la résolution des problèmes de l'Ukraine. Et là, nous devons revenir en arrière. Abordons très brièvement les problèmes qui se posent également pour la Suisse, du fait que nous avons déjà participé à certaines missions de l'OTAN, notamment la KFOR, c'est-à-dire l'engagement de membres de l'armée suisse dans cette mission de maintien de la paix au Kosovo, qui repose sur le fait que l'OTAN a imposé que le droit à l'autodétermination d'une région l'emporte sur les revendications territoriales de l'État dont elle provient, c'est-à-dire contre la Serbie dans ce cas. Et maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, il semble que la Suisse se range derrière l'autre principe. Ainsi, la souveraineté de l'Ukraine l'emporte sur les souhaits des populations de Crimée et également de celles du Donbass. Bevölkerungen auf der Krim und auch denen im Donbass, weil also es ist relativ klar, dass in diesen zwei Regionen. Alors, il est relativement clair que dans ces deux régions, même sans l'influence politique de la Russie, une majorité écrasante n'est pas heureuse de ce qui s'est passé à Kiev. Les deux régions sont différentes et ont des souhaits différents. Ces souhaits ne sont plus considérés comme légitimes du côté occidental. Ce n'est donc pas le droit des minorités qui l'emporte, mais le droit de l'État. Et la Suisse s'est effectivement exposée. Avez-vous le sentiment que nous pouvons encore sortir de ce dilemme, ou que nous restons simplement coincés dans les souhaits de l'Occident et appliquons de manière sélective ce que Bruxelles souhaite actuellement? Oui, ce danger existe bien sûr, d'autant plus que l'OTAN et aussi l'UMEMA devraient en fait avoir mauvaise conscience face aux nombreuses actions contraires au droit international ou problématiques du point de vue du droit international au cours des 30 dernières années. Si maintenant la Suisse, connue pour son respect des principes et des traités, se joignait à l'OTAN, cela mettrait bien sûr rétrospectivement ces actions problématiques sous un meilleur jour.
C'était aussi la raison pour laquelle l'OTAN a réagi si mal lorsque le conseiller fédéral Maurer a ordonné le retrait du contingent suisse d'Afghanistan. Cela a également fait disparaître en partie la justification de cette intervention, qui n'avait plus rien à voir avec la défense légitime des États-Unis. Cela a peut-être été le cas pendant un certain temps après les attentats du 11 septembre, mais à un moment donné, la limite du mandat a été largement dépassée. Dans d'autres cas, l'OTAN n'a même plus pris la peine d'obtenir une justification juridique internationale sous la forme d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, mais a simplement agi unilatéralement en appliquant la loi du plus fort. Il est évident qu'il s'agit maintenant de faire en sorte que nous, les Suisses, approuvions cela a posteriori. En ce qui concerne la population de la Crimée et du Donbass, j'étais déjà en Crimée et dans le Donbass avant le conflit. J'étais là au nom de l'OSCE, plusieurs fois, je ne peux plus vous dire combien de fois. Dans le Donbass, j'étais à Kramatorsk, Donetsk, Mariupol, Skalitsa, Luhansk, toutes ces villes et villages pour lesquels on se bat maintenant. Et j'ai moi-même été témoin de la résignation de ces gens. Ils ne se sont jamais fait d'illusions sur la qualité du gouvernement central à Kiev. Ils ont toujours dit que c'était une clique corrompue. En particulier, les gens du Donbass ont dit que nous, dans notre région industrielle, finançons encore cette clique corrompue qui, en retour, nous remercie en nous crachant dessus. La gouvernance extrêmement faible que le gouvernement central de Kiev a affichée pendant 20 ans s'est finalement retournée contre lui en 2013. Les gens ont alors fini par dire « Oui, vous pouvez parler mal de la Russie, mais ça ne peut pas être pire qu'ici. » Et les gens de Kharkiv, ils avaient toujours des contacts avec les gens de Belgorod. Et les gens de Mariupol, ils étaient en échange constant avec les gens de Rostov et de Taganrog. Rien que la région du Donbass est transfrontalière. Elle comprend également des villes russes comme Kamensk, Shakhty et d'autres dans la zone frontalière officielle. Que nous, en tant que Suisses, devions maintenant aider un gouvernement ukrainien. Aider à reprendre le contrôle de ces territoires, en étant pleinement conscient que la gouvernance sera à nouveau mauvaise, est une question que je me pose depuis longtemps. Fondamentalement, le conflit entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale des États est un conflit classique de droit international, que nous observons également dans le Caucase et en Asie centrale. C'est pourquoi je trouve si important que nous trouvions une solution raisonnable au problème du Donbass et de la Crimée, car cela servira de modèle pour la résolution de nombreux autres conflits dans l'espace de l'ancienne Union soviétique. Résoudre ce conflit uniquement par la force serait un très mauvais exemple pour la résolution d'autres conflits. Nous, en tant que Suisses, devons insister pour qu'une solution raisonnable soit trouvée ici. C'est notre tâche. Oui, insister des deux côtés pour que la solution soit finalement politique, une solution diplomatique, et non la loi du plus fort. Mais pour cela, il faut d'abord s'asseoir et discuter, et nous n'en sommes malheureusement pas encore là. Monsieur Bosshardt, écrivez-vous régulièrement quelque part sur une plateforme? Y a-t-il un endroit où nos téléspectatrices et téléspectateurs peuvent vous suivre? Oui, bien sûr. Je publie souvent et volontiers sur le portail globalbridge.ch du rédacteur Dr. Christian Müller, qui a d'ailleurs été rédacteur en chef des Luzerner Neuen Nachrichten, rédacteur en chef de diverses éditions et produits des médias Ringier, un véritable professionnel dans son domaine.
La Weltwoche a déjà publié 2 articles de moi et aussi Kontrafunk qui est très populaire surtout en Allemagne. Das ja in Deutschland vor allem sehr beliebt ist und andere. Gut. Global Bridge kann ich allen empfehlen. Bien, je peux recommander Global Bridge à tout le monde. Christian Müller fait un excellent travail ici et publie régulièrement des textes formidables, notamment de Ralf Bosshardt. Alors abonnez-vous à Global Bridge. C'est une page d'accueil qui est simplement ouverte. On peut simplement lire. C'est un plaisir et ils ont une newsletter à laquelle on peut s'abonner. Ralf Bosshardt, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous en prie, avec plaisir. Bitte gerne.